Bonsoir à toutes et à tous. L'Espace Jean Villard est ravi de vous accueillir ce soir pour cette conférence de l'Université populaire d'Arcueil sur les nouvelles technologies au service de l'humain. Et pour nous présenter ce sujet, nous accueillons avec plaisir Monsieur Jean-Michel Besnier, qui est professeur émérite de philosophie à Sorbonne Université, ainsi que titulaire d'une chaire sur la philosophie des technologies d'information et les sciences cognitives. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la fin de la conférence, nous passerons au temps d'échange, donc merci de bien vouloir me faire un signe pour que je vous passe le micro. Et je vous souhaite une bonne conférence. Monsieur Besnier, je vous laisse la parole. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, le sujet m'a été proposé sous cette forme-ci, les nouvelles technologies au service de l'humain. Il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, je suis d'emblée conduit à imaginer que vous attendez de moi que je sois plutôt positif dans les opinions que je vais argumenter, alors même que je suis un petit peu réputé être critique à l'égard de bon nombre des innovations technologiques qu'on nous annonce et qu'on nous impose parfois. Parce que, bon, on vit sur le mode d'une évidence paradoxale. Cette évidence, je la formulerai ainsi, je dirais que les outils que nous fabriquons et qui devraient nous rendre service, eh bien, peuvent également nous apparaître nuisibles. Et l'actualité, au jour le jour, nous met devant cette évidence paradoxale. Ce qui devrait nous servir est peut-être en train de nous détruire, si on veut même aller au plus loin. C'est une chose que les philosophes avaient repérée très très tôt, Platon tout le premier. La technique appartient au genre de ce qu'on appelait chez les Grecs le pharmakon. Pharmakon, c'est ce qui a donné pharmacie. Le fait d'être un pharmakon pour une technique, c'est d'être à la fois un remède et un poison. Ce que sont nos médicaments. Nos médicaments sont des remèdes jusqu'à ce qu'ils nous empoisonnent si nous en abusons ou si nous les gérons mal. Eh bien, les outils techniques que nous produisons sont des pharmacones. Et pratiquement toute la culture entourant les techniques surfe sur cette idée de pharmacone. Je vais prendre deux exemples simplement. Une belle fable racontée au début du XXe siècle par un auteur qui s'appelle Samuel Butler, qui avait inventé une utopie qu'il avait intitulée Erewhon, mais peu importe. Cette utopie, comme toutes les utopies, raconte la dérive que font des navigateurs perdus sur l'océan et qui se retrouvent tout à coup sur une île. C'est toujours comme ça, les utopies. Et l'île présente un paysage exotique et déconcertant. Et le navigateur qui accoste sur cette île a la surprise de rencontrer les autochtones, et des autochtones qui lui mettent immédiatement la main au collet et qui l'enferment dans une prison. Et bon, il est évidemment fort mari de cette situation et il s'enquiert pour savoir, bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous me reprochez, qu'est-ce que vous craignez de moi, etc. Et les autochtones lui disent, c'est votre montre. Il portait une montre, cet homme. Et sur cette île, on avait proscrit absolument tout ce qui était de l'ordre de la technique, de l'outil, de la mécanique. Pour une raison simple, c'est que les sages de cette île s'imaginaient qu'à partir du moment où on laissait des outils, des objets techniques s'installer dans l'île, eh bien, on allait créer une espèce de précédent, d'histoire qui allait emballer les choses et d'outils et d'instruments, de technique en technique, on allait créer une situation invivable. Donc une utopie au début du XXe siècle racontée par un auteur qui avait à cœur d'alerter
sur les dangers de la technique. Et puis je prendrai une autre fable, celle-ci du XVIIe siècle, qui a pour auteur Francis Bacon, et cette fable s'appelle La Nouvelle Atlantide. Là, c'est la même chose, hein, dérive de navigateurs sur l'océan, ils accostent sur une île, et sur cette île, eh bien, ils découvrent une situation parfaitement idyllique, un régime politique harmonieux, composé de sages qui passent leur temps à évaluer les innovations technologiques qu'on produit sur l'île et qui essaient de donner un sens moral, social, équitable à tout ce qu'on produit en matière de technique. Donc vous voyez le poison avec Samuel Butler, le remède avec Francis Bacon. On oscille toujours de l'un à l'autre lorsqu'il s'agit de parler de technique. Bon, reste que les technologies dont je vais surtout parler ce soir sont celles dont nous parlons dans l'espace public aujourd'hui. Donc ce sont les technologies numériques, les technologies d'information, de communication, l'intelligence artificielle évidemment. Et ces technologies, on s'habitue aussi à l'idée qu'elles posent le problème de la menace possible qu'elles feraient peser sur nous. Et là aussi, on peut être assez déconcerté. Très très tôt, l'un des grands promoteurs des technologies que nous pratiquons, qui s'appelle Norbert Wiener, à la fin des années 40, Norbert Wiener avait fondé un mouvement, presque une discipline scientifique qui s'appelle la cybernétique. La cybernétique, c'est la science de la commande des machines. C'est ça que signifie cybernétique. Ça vient du grec gubernatos, le gouvernail. Eh bien, Norbert Wiener, qui, j'en reparlerai tout à l'heure, a passé sa vie à concevoir des modèles d'explication scientifique et des technologies, eh bien, il écrit à la fin de sa vie, dans un ouvrage qui s'appelle Cybernétique et Société, il écrit ses craintes, et il va même très très loin, puisqu'il dit que, à ses yeux, l'intelligence artificielle risque d'être plus périlleuse que la bombe atomique elle-même. La bombe atomique elle-même. Donc, bon, c'est pousser le bouchon très très loin. Mais beaucoup plus tard, il y a environ une petite dizaine d'années, sur le web a circulé un appel signé par de grands scientifiques du monde entier qui ont à peu près tenu le même discours. Cet appel auquel je songe était signé Stephen Hawking. Vous vous souvenez peut-être de Stephen Hawking, sûrement, ce physicien lourdement handicapé, atteint d'une sclérose latérale, et donc qui était complètement handicapé, et qui ne pouvait même pas parler, et qui recourait à de l'intelligence artificielle et à des simulateurs de voix pour pouvoir s'exprimer. Bon, il y avait Noam Chomsky, le grand linguiste, Bill Gates lui-même, et ces gens, donc, eux-mêmes, surtout Stephen Hawking qui a pris l'initiative de cet appel, Stephen Hawking qui ne survivait que par les machines, que par les technologies, eh bien, annonçait sa crainte que l'intelligence artificielle ne détruise, je reprends les mots, ne détruise l'espèce humaine elle-même. Donc, vous voyez, c'est quelquefois, ça peut paraître exagéré. On peut se dire qu'il y a là beaucoup d'alarmisme et que l'alarmisme fait vendre et que d'une certaine façon c'est s'effrayer inutilement. On peut se dire qu'il y a beaucoup d'intoxication dans les informations qu'on peut donner dans le contrepoint des technologies. Et puis on peut se dire aussi qu'on est, quand on entend ce genre de propos alarmants, victime de certains mouvements qu'on appelait des mouvements luddites. John Ludd est au XIXe siècle, l'un de ceux qui
a mené le mouvement contre les métiers jacquards. Vous vous souvenez sans doute de cet épisode, hein, lorsque les métiers jacquards se sont installés, se sont développés, lorsque les manufactures de tissage ont commencé à occuper l'espace social de certaines régions, eh bien, on s'est alarmé évidemment de la perte d'emploi que ça représentait, etc. Il y a eu des mouvements, donc, inspirés par John Ludd, qu'on a appelé les mouvements luddites. Hein, et aujourd'hui, il y a dans les démocraties technologisées des mouvements luddites. En France, le principal mouvement s'appelle Pièces et main-d'œuvre. Il est situé autour de Grenoble, dans la technopole qui développe des nanotechnologies en particulier. Donc, oui, il y a une offensive organisée, parfois, et même si on ne connaît pas ces mouvements, les idées que transportent ces luddites, eh bien, passent de plus en plus dans l'espace public. Alors, bon, c'est un préambule pour situer un petit peu le propos et le dramatiser un petit peu, si vous voulez, mais je ne veux pas en rester là. Je vais poser les choses peut-être plus sereinement. J'ai beaucoup travaillé avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Laurent Alexandre, qui est un urologue qui avait fondé le site Doctissimo et qui est l'un des principaux chroniqueurs favorables aux sciences et techniques, chroniqueur dans un certain nombre de grands médias. Et il est très écouté, ce Laurent Alexandre. Il est en même temps gaussé, moqué, parce qu'il a des sorties qui sont souvent déconcertantes. J'ai fait une émission de télévision il n'y a pas longtemps avec lui, et il soutenait par exemple que l'intelligence artificielle gagnait 2 points de QI par mois. Bon, et j'avoue que je me suis montré extrêmement perplexe, d'abord à la référence au QI, appliquée aux machines, et puis sur le sens de cette information. Mais dans la polémique que j'ai depuis une quinzaine d'années avec lui, il a inventé une grande opposition pour nous situer l'un par rapport à l'autre. Nous avons écrit un petit livre ensemble qui s'appelle « Les robots font-ils l'amour ?» Bon, c'était un livre dans lequel on était censé crever l'abcès de nos polémiques. Mais il a inventé une opposition, l'opposition entre ceux qu'il appelle les technoprogressistes et puis ceux qu'il appelle les bioconservateurs. Inutile de vous dire que j'étais dans le camp des bioconservateurs, lui dans le camp des technoprogressistes. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Qu'est-ce que veut dire cette opposition qui n'est pas absurde en soi? On met d'un côté ceux qui font le pari des technologies, technoprogressistes, ceux qui subordonnent le progrès aux technologies, à des technologies qui veulent supprimer le hasard et qui veulent supprimer toutes les faiblesses des humains. Et les faiblesses des humains, eh bien, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a ceux qui sont censés vouloir défendre le biologique, qui consentent par conséquent à un certain hasard, le hasard de la naissance par exemple, et qui confient volontiers à la nature le pouvoir de réagir à ce qui pourrait menacer la vie. Donc c'est un débat ouvert. Ceux qui disent qu'il faut tout mettre du côté des technologies, c'est les technologies qui nous sauveront, et puis ceux qui disent que la référence à la nature et à la réactivité de la nature est indispensable pour nous sauver. Donc c'est un débat qui est évidemment un peu caricatural, mais qui est parfois efficace. Bon, alors, très rapidement dit, l'argument que je soumets souvent à mon partenaire Laurent Alexandre, c'est de lui dire que je ne pense pas que les technologies puissent nous assurer la survie, alors que je pense que la conservation de la nature, l'exploitation des virtualités de la nature est plus susceptible de nous sauver.
Je prends souvent l'exemple des OGM, par exemple. Je pense que les OGM imposent des régimes de monoculture qui, à terme, peuvent se révéler fragiles, alors que la défense de la biodiversité nous ménage des possibles qui peuvent nous permettre d'être résilients. Bon, c'est des arguments de cet ordre-là qu'on peut mettre sur la place publique lorsqu'on veut camper l'opposition entre ce technoprogressisme et ce bioconservatisme. Cette opposition, elle est maintenant à peu près admise par tous ceux qui se réclament du transhumanisme. Alors je vais parler un petit peu du transhumanisme, même si les choses sont déjà bien connues. Ceux qui se nomment transhumanistes se reconnaissent dans le camp du technoprogressisme, et ils ont à peu près tous en commun l'ambition de refuser les déterminismes naturels. Ils pensent que la science et la technique la science est destinée à identifier les déterminismes, la technologie à rectifier ou à maîtriser ces déterminismes. L'un des grands promoteurs de ce transhumanisme s'appelle Max More, et il avait fondé en 1988, c'est pas tout récent, un mouvement qu'il appelait le mouvement des extropiens. Extropiens. C'est pas les estropiés, c'est les extropiens. C'est un mouvement qui envisageait d'aller à l'encontre de l'entropie. Vous savez que les scientifiques considèrent que notre univers est soumis à entropie, ça veut dire qu'il est voué à un désordre croissant. L'extinction de notre univers est programmée, et l'entropie qualifie cette issue. Et Max More fonde un mouvement qu'il appelle le mouvement des extropiens en disant voilà, les sciences et les techniques doivent nous permettre d'éviter précisément la déliquescence de notre univers et doivent nous permettre d'aller à l'encontre de l'entropie. Les extropiens sont adversaires de l'entropie. Et dans ce mouvement, il y avait de bonnes idées, des idées qui peuvent être discutables, mais qui ont donné matière à penser à pas mal de technologues, de scientifiques. Par exemple, je prends un exemple, en 1988, Max More dit le réchauffement climatique, on doit pouvoir y remédier. Alors Max More pensait non pas que l'origine du réchauffement climatique était humaine, mais il pensait, comme certains climato-sceptiques, que ça pouvait être dû au fait que la course de la Terre autour du Soleil était décalée, enfin déviée, et donc on devait pouvoir imaginer des dispositifs qui permettraient de déplacer la Terre sur la parallaxe pour l'éloigner du Soleil. Très simple. Vous mettez quelques engins qui poussent la Terre et puis vous avez gagné. Il y a des scientifiques sérieux qui ont considéré que ça pouvait être une hypothèse. Et puis une autre idée qui est quelquefois entendue, c'est l'idée d'envoyer dans l'atmosphère des petits miroirs, qui réfléchiraient les rayons du Soleil, qui les dévieraient, et qui nous permettraient de nous assurer de n'être pas victime du réchauffement. Donc, voilà, et c'est quelqu'un qui a fondé le transhumanisme, enfin qui a mis en œuvre ce transhumanisme et qui illustre assez bien cette idée qu'on va se servir de la science et de la technologie pour nous sortir de l'ornière dans laquelle nous pouvons nous être engagés. Alors reste que ce transhumanisme, dont je vais parler maintenant un peu plus précisément, il est ambigu. Il est ambigu, il a des faces diverses. L'usage du mot transhumaniste a souvent été discuté et en général on dit une bêtise quand on en fixe l'origine à Julian
Huxley, le frère de Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. J'en parlerai tout à l'heure, mais le vrai fondateur de transhumanisme, c'est un homme des années 20-30, haut fonctionnaire, polytechnicien, qui était très engagé dans le camp de ce qu'on appelait la prospective à l'époque, ce moment où la science et la technique sont envisagées comme support vraiment du progrès. Et Jean Coutreau, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, qui désirait mettre la technique au service du progrès et qui fondait donc la prospective de l'époque avec d'autres qui s'appellent Gaston Berger et quelques autres, eh bien, avait forgé ce terme transhumanisme pour désigner cette promotion d'un humain qui aurait été aidé par la science et la technologie dans son évolution et dans son progrès. Et ce Jean Coutreau, il était assez conforme à toute la philosophie rationaliste des Lumières. Il ne s'y référait pas forcément explicitement, puisqu'il n'était pas vraiment philosophe, mais en gros, on trouvait assez bien dans ces textes l'ambition formulée par Condorcet en 1793. Condorcet est celui qui, dans un grand texte intitulé Esquisse des progrès de l'espèce humaine, Condorcet, donc, dans ce texte, disait à peu près ceci. Il disait: la Révolution française, c'est pas pardon, c'est excusez-moi. La Révolution française, excusez-moi, ça n'est pas les sans-culottes qui l'ont menée, c'est Descartes. En gros, c'est Descartes qui, le premier, annonce que les progrès seront réalisés par ceux qui maîtriseront les sciences et les techniques. Et Condorcet allait très très loin, puisqu'il disait dans son texte qu'on devrait même pouvoir envisager la suppression de la mort grâce aux sciences et aux techniques. Donc Jean Coutreau, qui utilise pour la première fois ce terme transhumanisme, le fait dans cet esprit-là. Mais le mot transhumanisme, donc, il sera repris par Julian Huxley, que j'évoquais à l'instant, donc, qui était biologiste, qui a été le premier président de l'UNESCO. Donc c'était un homme qui avait une assez grande envergure, et il envisage le transhumanisme, lui, déjà dans un sens un petit peu différent de celui de Coutreau, puisqu'il associe le transhumanisme à l'eugénisme. L'idée que la biologie, c'est fait pour améliorer l'espèce humaine, et qu'il faut mettre tout en œuvre pour développer cette biologie, pour modifier l'humain dans un sens qui lui serait favorable. À peu près à la même époque, le grand biologiste humaniste Jean Rostand disait la même chose, et il a écrit un livre intitulé « Aux frontières du surhumain » en 1962, qui allait dans ce sens-là. Donc l'idée de transhumanisme est accrochée à cette ambition de pousser les possibilités de l'humain jusqu'à aller aux limites même donc, du surhumain ou du transhumain, comme on voudra. Mais le mouvement transhumaniste dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas celui-là. C'est un mouvement qui s'est constitué aux États-Unis, en Californie, dans la Silicon Valley, si on veut encore dire. En tout cas, c'est un mouvement qui s'est développé autour des grandes technopoles américaines, et qui a trouvé des échos dans la plupart des grands pays développés, là aussi autour de technopoles. Je parlais de Grenoble tout à l'heure. Bon, les courants transhumanistes se sont
un peu fédéré autour de cette entreprise, vaste entreprise concernant les nanotechnologies. Et un des grands théoriciens de ce mouvement américain est en réalité un philosophe suédois qui s'appelle Niels Bostrom, qui a rédigé un premier manifeste, dont je vais juste vous lire un petit passage. Premier manifeste transhumaniste, voilà ce qu'il écrit. « Nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications telles que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état psychologique, l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. » Donc c'est une déclaration qui a été réitérée, réadaptée. Le passage que je vous lis date de 2002. Alors si je commente brièvement cette déclaration, je relève que on nous dit que les technologies doivent pouvoir être utilisées à des fins de transformation et d'augmentation de l'humain. C'est un thème fréquent aujourd'hui, l'idée qu'on doit pouvoir augmenter l'humain. Et les transhumanistes, en général, voient l'avenir de l'humain sous deux formes possibles. Soit on va augmenter l'humain sous l'angle strictement biologique et on va créer un homme bionique. Vous serez, nous serons, nos enfants seront des êtres bioniques, nos petits-enfants plutôt, seront des êtres bioniques, c'est-à-dire dont le génome aura été modifié dans un sens favorable. Ou alors nous serons des cyborgs. Il faut choisir, soit homme bionique, soit cyborg. Le cyborg, lui, passera par le numérique, ou passera par le technologique, passera l'électronique, si vous voulez. En tout cas, nous pourrions, dans l'avenir, être ces cyborgs en nous hybridant avec des dispositifs technologiques qui tempéreront notre conformation biologique, voire même pourraient progressivement éliminer le biologique au profit de l'électronique. Bon, c'est donc les deux idéaux des transhumanistes, c'est l'homme bionique ou le cyborg. Et les discussions entre transhumanistes sont pour discuter la faisabilité d'une augmentation par la biologie ou par les technologies. Je continue à commenter ce petit texte, donc augmentation de l'humain. Les technologies peuvent être utilisées, nous dit-on aussi, pour influer sur le comportement des individus. C'était dit dans le texte. L'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques, la capacité de moduler son propre état psychologique, etc. Donc, modifier le comportement moral des individus, les compétences psychologiques, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup aux États-Unis aujourd'hui, qu'on appelle le moral enhancement. Enhancement, c'est un terme pour désigner l'augmentation morale. Donc on s'imagine chez les transhumanistes qu'on doit pouvoir utiliser les neurosciences, par exemple, donc la connaissance du cerveau, la connaissance du fonctionnement du cerveau, et pouvoir utiliser des technologies qui pourraient créer des molécules permettant de modifier ce comportement du cerveau dans un sens qui pourrait nous conduire à supprimer la violence, supprimer la dépression, supprimer les désordres liés à nos psychologies. Ces technologies doivent laisser aussi envisager la possibilité que nous reprenions la conquête de l'espace. C'est un thème qui revient aussi assez fréquemment chez les transhumanistes. Et
Celui auquel on pense souvent, c'est Elon Musk, évidemment, qui promet l'aller simple pour Mars pour bientôt, et qui s'est inscrit très très tôt dans le contexte des propos transhumanistes. Bon, maintenant, il a mis ça un petit peu sous le boisseau, mais au départ, il était clair. Il disait, la planète Terre, c'est fichu. On ne remontera jamais la pente. La planète accueillera bientôt 10 milliards d'individus, des ressources limitées, etc. Donc la seule possibilité de s'en sortir, c'est de fuir, c'est de coloniser l'espace, c'est d'aller s'installer sur des planètes vierges qui permettront aux happy few de faire souche et de réinstaller quelque chose comme une civilisation. C'était ça son obsession à l'époque. Et à l'époque, il visait également à développer des interfaces cerveau-machine et puis développer des recherches en matière de biologie moléculaire pour trouver le moyen de peaufiner le génome des gens qui iraient coloniser Mars. Tous les ingrédients du transhumanisme, ou presque tous, sont là. Je n'ai pas parlé du rajeunissement, mais évidemment, c'est aussi l'une des grandes obsessions des transhumanistes, c'est de mettre les sciences et les techniques au service d'une lutte contre le vieillissement. Et ça va plus loin, puisque j'y viendrai tout à l'heure, la mort est également l'ennemi principal des transhumanistes. Ces ingrédients du transhumanisme, ils alimentent non seulement des mouvements comme celui de Max More que j'évoquais tout à l'heure, ou l'Association mondiale du transhumanisme qu'a fondée Bostrom, dont j'ai cité le nom, mais également en France, il y a une association française du transhumanisme qui est fondée par Marc Roux, et sont des transhumanistes plutôt soft, plutôt sympathiques, qui mettent l'accent évidemment sur la prospection contre le vieillissement. C'est l'obsession qu'ils partagent avec tous les transhumanistes de la planète. Mais ces transhumanistes français sont également convaincus que les technologies doivent pouvoir contribuer à une égalité des conditions, que les idéaux égalitaires pourraient se trouver complètement satisfaits par des technologies qui pour l'instant sont extrêmement coûteuses, mais qui, se développant, deviendraient accessibles à tous et permettraient la réalisation d'une société harmonieuse et utopique. Là, j'ai parlé que des transhumanistes plutôt gentils, si je puis dire les choses comme cela, c'est-à-dire qui sont, oui, de doux visionnaires, de doux rêveurs. Mais le transhumanisme a une version beaucoup plus radicale, et c'est la version qui s'est trouvée associée très très vite au nom de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, américain, californien, qui très très tôt, il a été longtemps ingénieur chez Google. Il a donc un poste très très important chez Google. Très très tôt, c'est lui qui a annoncé qu'il fallait mettre la barre haut dans le développement des technologies, et il fallait vouloir que les technologies puissent triompher de la mort. Il a un fantasme, cet homme, c'est de ressusciter son père. Son père, c'était le grand chef d'orchestre mozartien, Kurzweil. Bon, quand on aime Mozart, on rencontre forcément Kurzweil. Et Ray, son fils, donc, était persuadé qu'avec les technologies, on devrait pouvoir ressusciter les morts. Et il a mis tout en œuvre pour que l'intelligence artificielle puisse proposer cette résurrection. Et de fait, il y a de plus en plus de gens qui s'imaginent maintenant pouvoir dialoguer avec leurs morts
c'est quelque chose maintenant qui n'est plus du tout de l'ordre de la fiction, qui est de l'ordre de la réalité, moyennant la croyance en la survie, une croyance plutôt caricaturale. Enfin bon, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un thème qui est régulièrement aussi dans l'actualité, puisque des plateformes, des applications se développent aujourd'hui pour permettre à tout un chacun de rester en contact avec ses morts. Mais en tout cas, Ray Kurzweil, c'est surtout l'homme de la singularité. Il a inventé ce concept de singularité pour désigner quelque chose de très simple. C'est pour désigner le triomphe prochain de l'intelligence artificielle qui devrait reléguer notre intelligence humaine dans la préhistoire. La singularité, dans le monde des scientifiques ou des mathématiciens, ça désigne toujours la rupture. La singularité, pour un physicien, c'est le moment où les lois de la nature ne s'appliqueraient plus. On peut imaginer précisément dans la déchéance de l'univers qu'à un moment donné, eh bien, on se retrouve dans un Big Crunch, le contraire du Big Bang, où les lois de la physique seraient toutes mises en déroute. Chez les mathématiciens, la singularité, c'est l'idée que la régularité des lois mathématiques pourrait à un moment donné ne plus s'appliquer. À ce moment-là, on serait dans une rupture. Eh bien là, la singularité, dans le monde des technologies de l'information et de la communication, c'est le moment où l'intelligence artificielle va prendre le pouvoir et nous mettre dans une situation dans laquelle nous n'aurons plus d'initiative. Et là, ça sera évidemment le grand vide, et c'est ça qu'il appelle la singularité. Le moment où, au fond, la machine prendra le pouvoir et nous transformera en chimpanzés du futur, comme disent joliment les transhumanistes. Si vous ne prenez pas le train de l'intelligence artificielle aujourd'hui, eh bien, dans 10, 15 ans, vous serez transformé en chimpanzé du futur, c'est-à-dire on vous exterminera pas, mais on vous tolérera comme on tolère aujourd'hui les chimpanzés. C'est désagréable. Mais c'est le discours qui est souvent tenu par les transhumanistes radicaux que j'évoque là. Ces transhumanistes qui n'aspirent pas au progrès, mais à la rupture. C'est pour ça que je suis souvent énervé lorsqu'on me présente les transhumanistes comme forcément progressistes. Je dis non, ce n'est pas le progrès qu'ils veulent, c'est la rupture. Le progrès, ça suppose l'acheminement vers un meilleur que l'on projette pour le futur. Là, ce qu'attend quelqu'un comme Ray Kurzweil, c'est qu'à un moment donné, les innovations technologiques prennent une telle ampleur qu'elles créent cette crise qui verra la machine prendre le pouvoir. C'est au fond, même si on va plus loin, c'est au fond une rupture qui va nous débarrasser de l'humain. C'est ça dont il s'agit. Les transhumanistes veulent tout simplement nous débarrasser de l'humain pour nous acheminer vers quelque chose qu'ils appellent souvent des post-humains. Le post-humanisme, c'est l'idée qu'au terme, nous préparerions la venue d'une nouvelle espèce, sachant que toute espèce est née et toute espèce doit mourir. Dans la nature, eh bien, nous serions, nous, en train, sans forcément le savoir et sans surtout le vouloir, nous serions en train de préparer l'avènement d'une nouvelle espèce. On est évidemment dans les scénarios de science-fiction, tous les grands auteurs de science-fiction ont abordé cette idée d'une espèce nouvelle qui prendrait les rênes sur la planète. Eh bien, disons que ces gens très impliqués dans les technologies d'aujourd'hui, très, très compétents en matière de technologie, eh bien, nous tiennent à peu près ce discours. Puisque j'en suis encore en train de parler du transhumanisme, je suis obligé d'évoquer
un grand programme américain qui a fait autorité et qui a fait beaucoup pour populariser le mouvement transhumaniste et pour mobiliser les chercheurs du monde entier sur des scénarios transhumanistes. Ce grand programme, il s'appelle Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines, hein, traduit en français. Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines. Et ce programme, il est très connu maintenant sous un acronyme qui est l'acronyme NBIC. N comme nanotechnologie, B comme biotechnologie, I comme informatique et C comme sciences cognitives et neurosciences. Ce programme, il avait été commandé par Clinton en 2002. Il avait demandé à la communauté scientifique américaine de faire le point sur toutes les découvertes et toutes les prospectives des différentes disciplines que je viens d'énumérer. De faire le point et de répondre à cette question, où va-t-on? Où nous conduisent aujourd'hui les recherches scientifiques que nous menons? Et ce rapport, il est extrêmement intéressant, on le trouve sur Internet, il fait 400 pages, mais il est extrêmement intéressant puisque c'est une espèce effectivement d'état des lieux des différentes disciplines et il montre bien comment il y a convergence technologique en ce sens que une innovation, une découverte dans une des disciplines rétroagit sur l'autre discipline et il y a un auto-entretien. Je prends un exemple, l'informatique compte pour beaucoup dans les biotechnologies, hein, puisqu'on sert évidemment pour le décryptage du génome humain, par exemple, on se sert évidemment de grands calculateurs, etc. Les nanotechnologies, c'est-à-dire cette technologie qui travaille au 1 milliardième de mètre, hein, bon, sert aussi infiniment les biotechnologies, mais également les neurosciences. Bon, et les sciences cognitives, dont je parlerai aussi dans un instant, rétroagissent sur l'ensemble des autres disciplines. Donc il y a une espèce de fédération de disciplines qui nous achemine d'ailleurs vers une interdisciplinarité qui récuse les compartimentages. Hein. Mais ce que montre ce rapport, en gros, c'est que toutes les innovations que nous mettons en œuvre nous conduisent de plus en plus vers une dématérialisation. C'est la dématérialisation qui est le fil directeur des innovations. Et cette dématérialisation, miniaturisation et dématérialisation, eh bien, est propice à nous délivrer du biologique. Au fond, derrière ce rapport, il y a l'idée que c'est avec le biologique qu'il faut en finir. Parce que le biologique, il est synonyme d'obsolescence, il est synonyme de fragilité, il est synonyme de mort. Alors c'est intéressant parce que bon, ce rapport qui est préfacé par deux hommes, l'un qui s'appelle Ben Bridge et l'autre qui s'appelle Rocco, il s'ouvre avec une proclamation. Le rapport commence par dire « Nous sommes à la veille d'une nouvelle renaissance » avec un grand R. Nouvelle renaissance. Et les auteurs du manifeste d'ouverture n'hésitent pas à faire la comparaison avec la Renaissance européenne. Ils ne disent pas « Nous sommes à la veille d'une révolution », mais d'une renaissance. Ce n'est pas la même chose, la Renaissance et la Révolution. La Renaissance, c'est la réouverture des possibles, hein, la réouverture des possibles après une phase de Moyen-Âge sombre et rétrograde. On redécouvre les possibles, éventuellement en s'appuyant sur les anciens, ce qu'on a fait au moment de la Renaissance. Hein, mais c'est, oui, l'idée que tout est possible, tout devient possible. Bon, ben c'est dans ce sens-là que les auteurs prennent le terme de Renaissance pour dire, en 2002, nous sommes à la veille d'une renaissance. Donc pas révolution technologique, mais renaissance par la technologie. En tout cas, ce programme, pour en finir avec lui, il sert depuis 2002
il sert pratiquement de feuille de route à tous les grands programmes technologiques des pays développés. J'ai eu la chance de travailler au ministère de la Recherche pendant quelques années, au moment où on mettait en place un grand programme qu'on appelait à l'époque 2020. Bon, c'était il y a 15 ans. Et ce programme donc, proposait des appels à projets à la communauté scientifique. Et ces appels à projets eh bien, étaient très, très inspirés des termes de ce rapport NBIC. Et pour prendre un seul exemple, peut-être, le grand programme dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait Blue Brain, programme à Lausanne, programme européen, qui visait à modéliser un cerveau humain, intégralement un cerveau humain, pour essayer de mieux comprendre la logique des maladies neurodégénératives, mais pour d'autres raisons que je vais évoquer maintenant, ce grand programme a été très très largement inspiré par le souffle donné par ce programme NBIC. Ben justement, je voudrais évoquer l'un des traits du programme des transhumanistes, qui est maintenant bien connu et qui fait beaucoup jaser. Ce programme s'appelle le Mind Uploading, téléchargement de l'esprit. Téléchargement de l'esprit, mot à mot. Ce programme est devenu la prophétie fétiche, si je puis dire, du transhumanisme sous sa forme radicale. Qu'est-ce qu'il désigne ? Il désigne là la possibilité que la technologie se mette au service de l'immortalité. Une immortalité que je vais commenter dans un instant, mais cette immortalité, elle serait obtenue grâce à la possibilité que nous aurions de modéliser le contenu de notre cerveau et de le transférer sur un disque dur, sur une puce de silicium, ou de l'envoyer dans le cyberespace. Donc c'est l'idée qui peut paraître assez abracadabranque au départ, selon laquelle vous pourriez survivre grâce au fait que vous seriez débarrassé d'abord de votre carcasse anatomique, mais le contenu de votre conscience, enfin votre conscience contenue dans votre cerveau se trouverait pérennisée, rendue immortelle par le fait de ce transfert. Alors, on a beaucoup parlé de ce scénario, et le projet financé par l'Europe, que j'ai évoqué à l'instant, le Blue Brain Project. L'Europe avait donné quand même 1 milliard d'euros, ce qui n'était pas rien, pour alimenter ce projet. Bon, il y avait derrière sa réalisation cette idée-là. On modélise le cerveau pour pouvoir effectivement le transférer. L'immortalité dont il est question, donc elle est beaucoup discutée. Les philosophes se posent la question de savoir est-ce que la conscience se trouvera transférée intégralement, est-ce qu'on n'y perdra pas quelque chose, enfin, etc. C'est des questions qui sont, de mon point de vue, plutôt oiseuses. Mais en tout cas, l'idée, en gros, c'est que l'immortalité, elle consisterait de manière assez animale dans le fait de la préservation de votre de vos circuits synaptiques. Il n'y aurait guère de connotation vraiment humaine là-dedans. Cette immortalité, elle est fonctionnelle, et pour un neurobiologiste raisonnable, elle est absurde, parce que un cerveau, il n'existe que parce qu'il interagit avec un milieu. Rendre abstrait votre cerveau en le digitalisant et en le transférant dans une puce de silicium, ça paraît complètement
complètement aberrant. Mais peu importe, c'est quand même un projet, et un projet qui génère des travaux aujourd'hui, qui sollicite des financements et qui livre de l'imaginaire. Alors vous imaginez qu'il y a des projets évidemment concurrents dans la conquête de l'immortalité, qui devient donc le nec plus ultra de l'esprit d'innovation. L'idée de pérenniser nos mécanismes biologiques, si on ne le fait pas par transfert du cerveau, on peut le faire par d'autres moyens. L'un des grands moyens mis en œuvre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les cellules iPS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ce sont des cellules souches embryonnaires, cellules souches tout simplement, dont on a rendu l'aptitude à la pluripotence. Vous savez, on a deux types de cellules. On a des cellules germinatives, et puis on a des cellules somatiques. Au niveau du fœtus, les cellules sont majoritairement germinatives, c'est-à-dire elles sont capables de devenir n'importe quoi, enfin n'importe quoi dans l'économie du corps. Elles sont pluripotentes. Et puis, lorsqu'elles se développent, elles vont se spécialiser. Elles vont devenir cellules de peau, cellules de foie, cellules de cerveau, cellules, etc. Et les cellules germinatives sont potentiellement éternelles, enfin immortelles, alors que dès qu'elles se spécialisent, elles sont soumises à obsolescence. Et donc les cellules IPS, c'est la grande trouvaille de la biologie contemporaine, ces cellules IPS sont le produit de la possibilité de faire régresser une cellule somatique en cellule germinative. Donc on prend une cellule de peau, et on la met en culture et on retrouve une cellule germinative, donc susceptible ensuite d'être développée, d'être spécialisée dans telle ou telle autre fonction. Donc c'est la promesse de pouvoir réaliser des organes artificiels à terme. Votre pancréas ne fonctionne plus. On a mis en culture des cellules vous appartenant qu'on va reprogrammer, comme on dit, pour qu'elles redeviennent cellules de pancréas, et on va reconstituer un pancréas de cette manière-là. Donc c'est une autre recette de l'immortalité qui est extrêmement commentée et poursuivie par les transhumanistes versés du côté de l'homme bionique. Et puis il y a eu une grande promesse également faite par la grande innovation du prix Nobel Dr Charpentier, j'ai oublié son prénom tout à coup, mais peu importe. Elle et puis une américaine ont découvert un dispositif qu'on appelle CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, qui est la possibilité d'intervenir sur un génome pour désactiver certains gènes et réactiver d'autres, désactiver des gènes qui sont éventuellement malades ou susceptibles de provoquer des maladies, et éventuellement pouvoir transférer d'autres gènes dans un génome. Et donc ça, c'est une découverte absolument fabuleuse et qui est avérée, attestée, et dont on imagine qu'elle pourrait permettre des prodiges en matière de longévité. Il suffirait qu'on puisse importer dans nos génomes des gènes issus d'organismes à la longévité fabuleuse, je sais pas, des gènes de tortues, des gènes d'arbres, des gènes, enfin, bon, pour que on puisse activer dans nos génomes des possibilités jusqu'à présent absentes. Voilà, en tout cas, ces scénarios d'immortalité, et c'est un petit peu dans mon sujet, la technologie au service de l'humain. Vous voyez, ces scénarios d'immortalité, ils fleurissent nombreux aujourd'hui, mais
il faut bien dire que l'immortalité dont on parle, ça n'est pas l'immortalité que Ulysse a refusée à Calypso. Ça n'est pas l'immortalité dont parlent les spiritualités religieuses. Dans les spiritualités religieuses, en général, pour être immortel, il faut commencer par mourir. C'est indispensable. La mort est la condition de l'entrée dans la vie éternelle. Mais on est dans une approche beaucoup plus mécaniste du vivant. Le vivant pensé à partir des technologies, c'est une mécanique dans laquelle on cherche à se rendre maître des fonctionnements, des dynamismes, etc. Je crois qu'on peut conclure sans trop d'exagération. C'est ce que j'avais fait dans un de mes premiers livres sur le transhumanisme qui s'appelle « Demain les post-humains ». J'avais écrit ça en 2009 et je concluais que le transhumanisme m'apparaissait comme un mouvement d'opinion qui affiche une certaine mésestime, voire même une haine de l'humain, et que de ce point de vue-là, le mouvement non seulement n'est pas sympathique, mais peut être dangereux. Et je mettais en évidence le fait qu'effectivement les transhumanismes disent qu'il faut cesser de naître au hasard et il faut mieux fabriquer l'humain que de le laisser naître naturellement. Donc les biotechnologies sont au service de cette ambition, fabriquer l'humain plutôt que de le laisser naître. Il faut cesser de souffrir et se servir des neurosciences et des molécules que peuvent produire les laboratoires à partir des découvertes des neurosciences pour supprimer la souffrance physique et souffrance morale, évidemment. Il faut se servir des moyens que je viens d'indiquer pour lutter contre le vieillissement et contre la mort. Bon, quand on songe donc à des technologies au service de l'humain et qui veulent supprimer ces différents aspects que je viens d'énumérer, la naissance, la maladie, la souffrance, le vieillissement et la mort, on peut, sans risque de paraître malveillant, conclure que le transhumanisme veut en finir avec l'humain. Et de fait, tous les travaux que j'ai pu produire sur la question depuis, après avoir enquêté chez les transhumanistes, notamment français, me confirment bien dans l'idée que c'est leur obsession, en finir avec l'humain. J'ai souvent cité un transhumaniste qui est discret aujourd'hui, mais qui, il y a une quinzaine d'années, écrivait des livres pour dire et démontrer que après, comme je le cite de mémoire, après la Shoah, on ne peut pas vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme. Voilà, c'était ça. Donc, une position effrayante quand on y songe, mais qui justifie qu'on puisse être méfiant à l'égard des prophéties des transhumanistes. Alors, je voudrais parler maintenant de l'intelligence artificielle, parce que bon, elle fait partie évidemment du paysage, elle est au centre même du paysage transhumaniste. Elle est devenue aujourd'hui la technologie triomphante et elle comporte elle aussi cette double face pharmacologique, elle est de l'ordre du pharmacone aussi. Elle est une menace lorsqu'on songe à la singularité. Elle menace de remplacer l'humain et en même temps, elle promet de délivrer l'humain d'un certain nombre de ses limites. On voit bien, elle est l'ambivalence même. Il n'y a rien de plus ambivalent que l'intelligence artificielle. Et dans la même discussion avec vos contemporains, vous pouvez soit tenir le point de vue du remède, soit le point de vue de la menace. Ce qu'on oublie souvent de faire lorsqu'on aborde la question du transhumanisme, c'est de rappeler très très vite l'histoire dont elle est le résultat. Parce que c'est cette intelligence artificielle dont le public maintenant
connaît et l'existence et la prospective. Bon, elle est née, cette intelligence artificielle, dans les années 1940. Hein, c'est quand même pas tout jeune. Hein, dès les années 1940, la cybernétique que j'évoquais tout à l'heure, avec Wiener, avait émis le projet de réaliser avec la technologie, et notamment avec ce qui s'appelait déjà l'intelligence artificielle, promis de réaliser un organe artificiel. C'était la grande idée de la cybernétique. Hein, c'était tout mettre en œuvre pour pouvoir simuler l'intelligence, mais simuler également le fonctionnement du corps pour réaliser donc un organe artificiel. Il y a eu donc la cybernétique, mais aussi à peu près dans les mêmes années ou un peu plus tard, se sont développées les sciences cognitives. Les sciences cognitives sont des sciences qui cherchent à répondre à la question « qu'est-ce que c'est que l'intelligence » Est-ce que l'intelligence, on peut la simuler? Est-ce que l'intelligence, on peut l'attribuer aux animaux? Est-ce que l'intelligence, on pourrait la transférer sur des machines, etc. Ce sont les grandes questions que, surtout dans les années 1960, les scientifiques remuent. Donc, cybernétique, sciences cognitives, donc vous voyez, ça remonte quand même à loin. C'est là que se sont trouvés maturés tout ce qui, aujourd'hui, s'impose à nous comme intelligence artificielle. C'est l'époque où on met en place des modèles explicatifs. On essaye d'expliquer l'intelligence dans les sciences cognitives, l'intelligence, la conscience, l'intention, enfin tout ce qui relève du cognitif, justement. Et on met en œuvre des modèles d'explication qui ont encore leur valeur aujourd'hui. C'est l'époque où on interprète le cerveau comme un grand ordinateur, hein, comme un ordinateur, tout simplement, même s'il n'est pas forcément grand, comme un ordinateur qui calcule, qui compute, hein, qui produit des calculs pour résoudre des problèmes. Alors on dit l'intelligence, qu'est-ce que c'est? L'intelligence, c'est la faculté de résoudre des problèmes. Et notre cerveau, c'est comme un ordinateur qui mouline des données, des symboles, qui met en contact des éléments que sont les neurones et qui produit des solutions. Ça, c'était un modèle explicatif qu'on appelait le cognitivisme. Et puis, s'est développé par la suite un modèle beaucoup plus intéressant, beaucoup plus prometteur. C'est l'idée que l'intelligence doit être référée non pas à l'ordinateur, mais au cerveau lui-même. Et on peut décrire l'intelligence comme la faculté de mobiliser des circuits synaptiques, hein, donc des associations de neurones, et d'entraîner en quelque sorte le cerveau à stabiliser des neurones correspondant à des tâches. Hein, et là, c'est un modèle qu'on a appelé connexionniste et qui fonctionne encore beaucoup aujourd'hui. Par exemple pour réaliser des machines à traduire ou des choses comme ça. Et puis le troisième modèle explicatif, qui est lui aussi prospecté encore aujourd'hui, c'est le résultat de la thèse selon laquelle l'intelligence est toujours en co-construction, enfin c'est le produit de la co-construction de la conscience et de son environnement. Hein, nous sommes sans cesse en interaction avec un environnement qui nous prodigue des informations, hein, des stimuli auxquels nous répondons et qui rétroagissent. Hein, et donc c'est le modèle le modèle d'un vivant continuellement en interaction avec un environnement. En tout cas, donc, cette intelligence artificielle, elle a maturé avec ces modèles explicatifs, et les premières réalisations n'ont pas bouleversé vraiment nos esprits. Il y a eu trois grands objets de réalisation de cette
première intelligence artificielle, ce sont les jeux, les premiers jeux, les jeux électroniques qui ont balbutié les résultats des sciences cognitives. Ce sont les machines à traduire, les premières machines à traduire qui remontent à très très loin. Et puis ce sont ce qu'on a appelé les systèmes experts. Les systèmes experts sont ces machines qui répondent à des questions, à des problèmes. Et les premiers systèmes experts se sont développés dans le contexte de la médecine. Le premier grand système expert, c'était MySyn. MySyn, donc vous entrez dans la machine la description d'un certain nombre de symptômes, et la machine vous fournit des diagnostics et éventuellement même des prescriptions. Ça c'est vieux, c'est très très vieux, mais ça a été, ces trois éléments, les jeux, les machines à traduire et les systèmes experts, ont été les premières manifestations de l'intelligence artificielle. Et on a longtemps pensé qu'on ne pourrait pas aller au-delà, qu'on pouvait perfectionner la vitesse de réponse des machines, mais qu'on n'irait pas au-delà. Alors il y avait quelques utopistes qui en voulaient plus et qui parlaient d'une intelligence artificielle forte, comme on l'appelait, qui serait une intelligence artificielle qui serait consciente d'elle-même, donc qui ajouterait aux performances sur les objets que je viens d'indiquer une réflexion, une réflexivité. Mais on pensait que c'était vraiment de l'ordre de la science-fiction, sauf chez ces utopistes qui travaillaient à réaliser davantage. Et bon, aujourd'hui, on n'est pas encore à l'intelligence artificielle forte, consciente d'elle-même, mais on assiste quand même au développement de la machine capable d'apprendre, de deep learning, capable de prospecter des données innombrables, celles qui circulent sur le web, pour alimenter des machines qui sont capables d'apprendre, qui sont capables d'exploiter ces données pour répondre à des requêtes, etc. Donc c'est le paysage de cette intelligence artificielle devenue presque monstrueuse aujourd'hui, puisqu'elle fait plus que simuler l'intelligence, elle simule même le dialogue qu'on peut établir avec la machine. J'évoque là le fameux chat GPT, mais ou le Copilot, puisqu'il y a d'autres, il y a Gemini, enfin bon, j'évoque là ces agents conversationnels qui sont prodigieusement impressionnants, et aussi l'intelligence générative, capable de produire des films, des musiques, enfin, bon, etc., et qui révèle le pouvoir que la machine, précisément, est en train de prendre sur nous. Alors, bon, devant l'écrasante victoire des technologies fondées sur... fondées sur quoi, au fond? Oui, c'est assez saisissant de le dire sous cette façon-là, de cette manière-là. Mais au fond, tout est parti de pas grand-chose. La numérisation, parce que tout ce dont nous parlons là est tributaire de cette aptitude à la numérisation. C'est quand même pas grand-chose, la numérisation. C'est la possibilité de transformer en 0 et 1, ensuite de 0 et de 1, toute réalité. Les réalités qu'elles soient du texte, du son, de l'image, etc. Toutes les réalités sont susceptibles d'être transformées, d'être codées ensuite de 0 et de 1, et d'alimenter des machines, de se transformer en langage machine. Et à partir de là, effectivement, les algorithmes monstrueux qu'on développe dans l'intelligence artificielle font quasiment le reste. Eh bien, devant ce pouvoir devenu exorbitant, s'il y a une question philosophique qui se pose, c'est la question de savoir qu'est-ce qui reste de l'humain. Qu'est-ce qu'il y a encore d'humain dans le paysage des technologies que nous développons. Et ce qui me paraît assez saisissant, c'est de constater que chez les roboticiens eux-mêmes, il m'arrive de fréquenter des roboticiens de grand talent,
Eh bien, chez les roboticiens eux-mêmes, la question a pris forme. Je pense par exemple aux roboticiens qui fabriquent des robots humanoïdes. Il y en a de plus en plus qui veulent faire des robots qui ressemblent à des humains. Alors, ils se posent des questions qui peuvent paraître déconcertantes aux néophytes. Par exemple, des roboticiens qui disent est-ce qu'il faut donner de la conscience ou pas à mon robot? Bon, je suis toujours assez sidéré de voir la naïveté de la question. Et en même temps, oui, le fait que ce soit une question effectivement sérieuse. Mais ce qu'ils se disent souvent, c'est que ces robots, ils posent d'abord la question du rapport que les humains vont entretenir entre eux. La présence d'un robot humanoïde est l'occasion de poser réellement la question des relations humaines que nous entretenons les uns avec les autres. Il y a un grand roboticien japonais qui s'appelle Ishiguro. Il est très connu dans le monde entier. Il a réalisé son clone. Il a son robot qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, qu'il place d'ailleurs à son bureau lorsqu'il est absent pour donner le change. Son robot est assez extraordinaire et il est le promoteur de pratiquement toute la robotique Android du Japon. Et quand on lui pose la question, pourquoi vous faites des robots qui ressemblent à des humains? Si un robot doit porter des paquets, il n'a pas besoin forcément de ressembler à un humain. Si c'est une hôtesse d'accueil, peut-être. Là, on peut peut-être souhaiter là, mais le fait de vouloir faire du robot humanoïde n'est pas complètement évident. Et sa réponse, c'est, moi ce qui m'intéresse, c'est les humains, c'est les relations humaines, c'est la politique que les humains mettent entre eux. Et le robot, mis dans un contexte humain, génère des réactions comportementales entre les humains qui sont extrêmement intéressantes. Et vous aviez peut-être vu il y a quelques années cette série suédoise qui s'appelait Real Humans, dont c'était précisément la thématique, avoir des robots domestiques. Vous mettez babysitteuse roboïde ou l'aide soignant du grand-père, etc. Puis vous voyez les relations entre le père, la mère, les enfants, etc. se trouvaient immédiatement chamboulées. Donc une espèce d'observatoire anthropologique grâce à la robotique humanoïde. Mais enfin, c'est une parenthèse que je referme. Mais quand même, on dit que l'intelligence artificielle trouve ses limites dans le fait qu'elle n'est pas capable de conscience, qu'elle n'est pas capable d'intention, qu'elle n'est pas capable de sens commun, qu'elle n'est pas disposée ou disponible pour ce qu'on appelle la fonction symbolique chez les humains. Bon, c'est les objections que l'on fait continuellement, mais quelquefois on oublie de les faire, ces objections. Cet après-midi même, j'étais avec quelqu'un qui parlait de ChatGPT et qui m'en parlait comme si c'était effectivement un humain avec lequel il s'exprimait. Alors que bon, n'importe quel individu pour dire oui, mais la machine, c'est pas ce qu'elle dit, ou en tout cas n'a pas l'intention de dire ce qu'elle dit. La machine n'a pas la conscience de ce qu'elle dit, etc. Mais finalement, ça importe peu. On s'aperçoit qu'au bout du compte, le résultat prévaut sur l'objection et au fond, même quand on pose la question directement à un concepteur de robot, on lui dit ce que je viens de dire, à savoir pas de conscience, pas d'intention, pas de sens commun, pas de fonction symbolique chez le robot, le roboticien, il a souvent le beau jeu de rétorquer aux philosophes, oui, mais vous savez, qui sait vraiment ce qu'est la conscience? Qui sait vraiment définir la conscience?
vous les philosophes, depuis 2500 ans, vous travaillez là-dessus, et puis vous êtes quasiment au point mort. Nous, les scientifiques, neurobiologistes, nous disons la conscience, elle est corrélative au cerveau, au fonctionnement donc électrochimique de nos neurones. Bon, qu'est-ce que vous avez à rétorquer à ça? On a à rétorquer que sans doute que le cerveau est une condition nécessaire à la conscience, mais ça n'est pas une condition suffisante. On a beaucoup d'objections qui pourraient nous conduire à dire que la conscience ne se laisse pas expliquer seulement en termes de schéma synaptique. Alors, le roboticien, en général, rétorque que pour lui, une définition de la conscience lui suffit amplement, qui consiste à dire que est conscient un organisme qui est capable de faire la séparation entre l'extérieur et l'intérieur, ce qui est lui et ce qui n'est pas lui, le self et le non-self. Et Jean-Pierre Changeux, avec qui j'ai eu des discussions autrefois, disait une mouche est consciente, parce qu'il suffit de l'approcher pour qu'elle sente le danger et qu'elle se recule. Elle a la conscience de l'opposition entre ce qui est elle et ce qui n'est pas elle. Et le scientifique, le roboticien dit, nous, ça nous suffit. On va faire un robot qui est capable, qui va être équipé de ce qu'on appelle des heuristiques réflexives, peu importe, mais le robot, il saura jusqu'où il doit aller parce qu'il aura un fonctionnement qui témoignera de cette disposition à faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et d'ailleurs, votre aspirateur robot, il va se cogner 3 fois dans le pied de la table avant de le contourner. Comme si, précisément, il avait appris cette distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Donc vous voyez, ce que je veux suggérer par là, c'est que dans le monde de la technologie, s'agissant des fonctions cognitives nobles chez les humains, la conscience, l'intention, etc., on en rabat beaucoup chez les scientifiques en disant, nous, on n'a besoin que du minimum. Et en France, Stanislas Dehaene, qui est notre neurobiologiste le plus réputé, il travaille sur la conscience artificielle. Donc, il travaille sur des problématiques qui s'appuient, reposent sur cette définition minimale de la conscience par cette aptitude à la distinction du self et du non-self. Alors l'intention maintenant, l'intention. Nous, quand nous faisons quelque chose, nous avons l'intention de le faire. Quand la machine nous rend le service d'exprimer quelque chose qui nous est utile, elle le fait sans avoir intention de le faire. Enfin, mais là aussi, quand vous objectez la chose aux scientifiques, vous vous opposez à une objection, une contre-objection qui est problématique. Les scientifiques nous disent que l'intention, on ne sait pas ce que c'est. Le libre arbitre, on ne sait pas ce que c'est. Toute la science milite en défaveur du libre arbitre. Donc l'idée que vous agissez conformément à une intention d'agir, c'est une vue de l'esprit qui n'est pas ratifiée par la science. Donc il y a eu des travaux très, très élaborés pour montrer que lorsque je décide de prendre cette bouteille d'eau, mon cerveau a décidé avant moi, une demi-seconde avant moi, le cerveau a prévu en quelque sorte l'action que j'accomplis. Il y a des grandes expériences de Benjamin Libet sur le temps qui sont célèbres, qui datent maintenant de plus de 30 ans, et qui sont un argument pour dire que le libre arbitre, c'est une idée de philosophe, mais la science dément complètement cette idée
d'intentionnalité. Et pour cause, hein, la science cherche à être causaliste, à mettre en évidence la cause des phénomènes, et la causalité mentale, l'intention, c'est une idée que les scientifiques ne peuvent pas admettre. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle pose bel et bien la question de savoir ce qui est spécifique à l'humain et nous engage à essayer de prouver que nous avons aujourd'hui une spécificité par rapport à la machine, ce qui est quand même une drôle de situation, hein, où nous avons à prouver en quelque sorte notre humanité en nous démarquant de la machine qui prétend nous mimer, nous singer. Le sens commun, c'est peut-être même l'objection la plus solide. Cédric Villani, lorsqu'il était député, avait été chargé par l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques de produire un rapport sur l'intelligence artificielle. Donc il a travaillé pendant des mois pour produire ce rapport. Il a interviewé beaucoup de gens, etc. Et dans son rapport, il met en évidence que l'intelligence artificielle peut à peu près tout, hein, mais il énumère tout ce qu'elle peut faire. Mais il dit qu'il n'y a qu'une chose qui lui manque à l'intelligence artificielle, c'est le sens commun. Alors ça, c'est intéressant. C'était l'objet de discussion que j'avais eu avec lui aussi, parce que donc là, il y a une barrière. Et donc, l'intelligence artificielle sait calculer, elle sait mettre en corrélation des données, elle sait reconnaître des formes, des objets, etc. Mais il lui manque ce qui est la caractéristique peut-être d'un comportement humain naturel et spontané, c'est l'intuition. L'intuition, c'est-à-dire l'aptitude à débrouiller l'informel des situations humaines. L'intuition, c'est aussi le sens de la nuance. Hein. Nous avons un sens de la nuance dont on ne voit pas qu'il est la caractéristique de la machine qui calcule. Nous avons un sens aussi et même un goût pour l'ambiguïté, ce qui est également le contraire de ce que cherche à obtenir la machine. Donc nous disposons d'un sens commun, d'un ensemble d'aptitudes qui répugnent à la calculabilité et à l'instrumentalité. Donc en ce sens, nous serions supérieurs aux machines face à ce qu'il y a de plus humain en nous. Et je persiste à penser que c'est une bonne nouvelle, hein, même si c'est précisément ce qu'il y a de plus humain en nous dont l'intelligence artificielle voudrait nous débarrasser. Donc on est dans cette situation où nous produisons des machines qui sont de plus en plus performantes sur le terrain des activités cognitives qui sont les nôtres, mais nous objectons donc ce goût pour l'ambiguïté, pour l'équivoque, pour la nuance, etc., dont la machine n'est pas capable, mais la machine fait comme si elle était finalement mandatée pour en rajouter toujours plus, pour obtenir qu'on supprime le hasard, qu'on supprime l'imprévisible des situations, qu'on élimine les approximations du langage pour imposer de la transparence, de l'efficacité. Donc, au quotidien, nous sommes avec des machines qui cherchent à minimiser, voire à éliminer tout ce qu'il y a d'humain et d'irréductible à elles en nous. Donc, la question est de savoir combien de temps le sens commun va résister à l'assaut de l'intelligence artificielle pour nous, j'ose le mot, pour nous déshumaniser. C'est ça la situation.
Et c'est pour ça que je vais conclure par là. J'ai parlé de la fonction symbolique. Je voudrais dire de quoi il s'agit quand nous parlons de fonction symbolique. La fonction symbolique, ce serait la caractéristique donc de l'humain qui serait inaccessible à la machine. Et en même temps, la machine prendrait d'assaut en quelque sorte cette fonction symbolique pour nous déshumaniser, ou en tout cas pour neutraliser en nous les compétences dont elle n'est, elle, machine, pas capable. Cette fonction symbolique, je la définis en 3 points, très simplement. Nous avons une fonction symbolique d'abord parce que nous avons un langage. Un langage qui n'est pas un système de signaux, qui est un système de signes. C'est pas pareil. Système de signes, quand j'utilise un signe, là, j'émets à votre direction un message qui est constitué de signes. Et tout à l'heure, vous me répondrez par des signes. Nous allons dialoguer et échanger des signes. Un signal, ça n'est pas la même chose. C'est également supporté par un message, mais un signal, il cherche à obtenir non pas une réponse par un signal, mais par un comportement. Le feu rouge est un signal dont la réponse, c'est l'arrêt. Les machines que nous utilisons sont toutes des machines à traiter du signal. Et on voudrait nous faire croire qu'il s'agit de signes. L'agent conversationnel avec lequel vous croyez dialoguer est en réalité une machine qui gère des signaux, des signaux que la machine a reconnus, qu'elle a exploités, qu'elle a corrélés, etc. Et vous croyez que ce sont des signes et vous êtes un petit peu comme l'homme du film R, vous êtes vulnérable et sensible à cette espèce d'empathie artificielle que la machine prodigue. Donc, nous sommes dépositaires d'un langage donc, qui est un système de signes et un langage qui nous permet de prendre nos distances par rapport aux choses immédiates. C'est ça la vertu de notre langage, pouvoir prendre des distances. Par exemple, avec notre langage, nous pouvons dire le futur, nous pouvons dire le passé, nous pouvons dire le conditionnel, nous pouvons dire ce qui pourrait être. Nous sommes des êtres moraux parce que nous sommes capables précisément de nous arracher à l'immédiateté. Ce langage, il est extrêmement humanisant en ce sens qu'il nous permet d'aller au-delà de la stricte immédiateté, celle à laquelle les animaux sont complètement dédiés. Ça, c'est le premier point. La fonction symbolique que j'évoque, elle consiste dans une deuxième caractéristique, c'est que nous sommes titulaires, si je puis dire, d'une intelligence qui consiste à résister aux automatismes. Cette intelligence, on n'en parle jamais, surtout pas quand on s'exprime depuis l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence qui résiste aux automatismes, c'est l'intelligence la plus basique de l'humain. Lorsque nous éduquons un enfant, nous l'éduquons à surseoir à la satisfaction immédiate que ses instincts lui porteraient à attendre. Nous différons la satisfaction. L'intelligence que nous développons chez nos enfants, ou petits-enfants, c'est une intelligence qui vise à aller à l'encontre de l'instinct. Cette intelligence, elle est proprement humaine. Et la troisième chose qui constitue cette fonction symbolique, c'est que nous, humains, nous sommes capables de faire des choses qui ne servent à rien. Et ça, c'est précieux. C'est très précieux. Nous pouvons écrire de la poésie, nous pouvons faire de la littérature, nous pouvons nous abstraire des impératifs strictement utilitaires. Alors si vous prenez ces 3 cas, vous vous apercevez que la culture numérique que nous développons, elle est complètement dirigée contre cette fonction symbolique. Internet voudrait préempter notre langage, et il y parvient de plus en plus, malheureusement.
Internet, c'est le triomphe des automatismes, donc qui va à l'encontre complètement de cette intelligence adversaire des automatismes et des instincts. Et puis Internet, c'est le monde de l'économie la plus utilitaire, la plus mercantile qui soit. Donc on est bel et bien dans une situation où nous avons à défendre contre le monde des machines et contre le monde de la société automatique cette fonction symbolique. Je vais conclure d'un mot, peut-être de manière très très décevante, mais lorsqu'on me demande ce qu'il faut faire, on demande toujours ce qu'il faut faire quand on est dans ce genre de débat à la fin. Bon. Alors il y a ceux qui disent il n'y a plus rien à faire. Il y a 3 jours, j'étais avec Laurent Alexandre, avec 3 autres personnes sur le plateau de la chaîne parlementaire pour une émission sur l'intelligence artificielle. Et effectivement, après le tour de table sur la question que faut-il faire, il y avait trois d'entre nous. Ils disaient il n'y a rien à faire. Il faut aller dans le sens de la machine parce que maintenant, bon. Et puis il y avait un psychanalyste qui était là, Patrick Guillaumard, qui n'était pas aussi hostile à l'idée qu'on puisse s'en sortir. Et moi, assez platement, je dois dire, je dis, il faut développer la littérature. C'est la littérature peut-être qui peut nous sauver. Alors, ça paraît extrêmement fragile par rapport à l'ampleur des problèmes, mais allez savoir. Et je pense à une de mes collègues américaines qui s'appelle Martha Nussmann, qui disait les choses très très bien. Elle disait il est très très urgent de développer la littérature dans les campus américains, notamment les campus qui préparent au métier d'ingénieur, disait-elle, pour essayer de réouvrir les yeux intérieurs des étudiants. Et c'était une belle formule pour dire cette ambition de sauvegarder l'humain face à l'offensive des machines. Voilà, je vous remercie. Merci à vous pour votre intervention. Je pense qu'on va passer au moment de l'échange et des questions. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Oui. Alors, désolé. De ce que j'avais compris, pour l'instant, la machine, bon, elle imite, elle copie, mais elle n'a pas une intelligence complète. Et dans les choses qu'a priori on a peu ou pas cherché à lui faire copier, il y a tout ce qui est empathie. Bon, nous, en temps, on a une fonction biologique pour cela, et à peu près la majeure partie des animaux, tous les mammifères, une bonne partie des, je crois tous les oiseaux et tous les reptiles, enfin en gros, à peu près tous les vertébrés. Mais tant qu'on est dans cette situation, on développe nos rapports avec nos machines, elles n'ont pas d'empathie. Donc on développe des rapports sans empathie vis-à-vis des machines, qu'on transpose ensuite plus ou moins sur les êtres humains. Typiquement, vous avez une machine qui ne fonctionne pas, vous vous énervez beaucoup plus facilement. Vous pouvez beaucoup plus facilement l'insulter ou pire. Elle ne développe aucune empathie. Elle ne provoque pas, enfin il y a 2 choses. La machine n'a pas d'empathie, elle n'en provoque pas chez l'être humain. Alors que même avec les animaux, ils ont de l'empathie et ils nous la renvoient, c'est-à-dire qu'à la fois on a de l'empathie pour eux, ils ont de l'empathie pour nous. Et j'ai l'impression que le développement du rapport entre les hommes et les machines est en train de supprimer toute une partie de notre empathie. Je pense que vous posez une bonne question qui a déjà des réponses quand même bien avérées. J'ai évoqué tout à l'heure Serge Tisseron, ou je ne sais pas si j'ai fourni son nom, qui a écrit il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle « Quand mon robot m'aimera », sur l'empathie artificielle, c'est le sous-titre. Et il travaille sur l'empathie artificielle.
Et il montre, en tant que psychiatre et psychanalyste, il montre qu'à bien des égards, aujourd'hui, nous entretenons avec les machines un rapport empathique. Il prend l'exemple des robots démineurs, de la guerre d'Afghanistan. Là, on a une documentation importante là-dessus. Le comportement des soldats avec leurs robots démineurs est assez étonnant. On a vu sur le terrain des combats des soldats presque déprimés parce que leur robot avait été détruit. Et lorsque le robot était réparable, c'est le robot avec lequel ils ont combattu qu'ils voulaient et pas un autre de remplacement. Donc une situation assez étonnante et bien documentée. Et puis j'évoquais tout à l'heure le film Hair, hein, qui est bien connu, de cet homme qui tombe amoureux de la voix avec laquelle il s'entretient via son smartphone. Bon, ça a beaucoup fait jaser au départ. On a dit, bon, c'est une absurdité, etc. Mais c'est une évidence que nous entretenons avec notre smartphone une relation qui est de l'ordre aussi de l'empathie. Hein, et lorsque ça se fait via la conversation avec un agent conversationnel, c'est encore plus flagrant. Essayez de confisquer à votre ado son smartphone, et vous savez dans quel désespoir vous le mettez, puisque vous lui volez sa vie. Hein. Si ça n'est pas manifester une relation empathique, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je suis d'accord avec vous que la machine n'entretient pas de relation empathique avec nous, mais nous entretenons une relation empathique avec elle. J'aurais pu évoquer également le comportement des soldats par rapport aux drones. Là aussi, il y a toute une littérature qui se développe là-dessus. Donc, je crois que l'empathie, au début, moi aussi, j'étais très très perplexe à l'égard de mon collègue Serge Tisseron qui parlait d'empathie artificielle. Bon, ça c'est une vue de l'esprit, c'est un abus de langage. Mais je me rends compte que non. Hein, je ne parle pas là non plus des gens qui, dans les vieilles dames dans les EHPAD qui sont complètement toqués de leur robot Nao. Hein, et on considère que ces robots ont un effet thérapeutique sur ces malades atteints d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives, mais là aussi, c'est de l'empathie, hein, et au plus haut point. Donc je crois qu'on s'achemine à développer des comportements qu'on n'aurait pas soupçonnés d'un point de vue rationnel, mais qui vont prendre de plus en plus d'importance. Je suis certain que vous avez une relation empathique avec votre voiture. Non. Oui, allez-y. Oui, monsieur. Ceci dit, c'est un sens unique. Nous, on peut avoir de l'empathie, mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Et il y a par exemple des choses qui ne sont pas simulées. La tristesse, la peur, l'angoisse, qui font ce que nous sommes. Donc, alors on peut peut-être, je suppose, apprendre à tromper l'ennemi en demandant à la machine de simuler ce type de sentiment. Ça doit tout à fait être possible. Mais mon pauvre monsieur, je suis désolé que vous ayez perdu au tiercé. Et ça, bon. Mais en réalité, ça n'est qu'à sens unique quand on parle d'empathie. Ben, je ne sais pas. Vous savez, il y a une discipline qui s'appelle l'informatique émotionnelle. C'est un champ disciplinaire. Bon, moi, j'étais à la Sorbonne. On partageait le bureau avec ma collègue qui s'appelle Laurence de Villers, qui est assez connue, qui travaille en informatique émotionnelle, hein, et qui
qui travaille à décrypter les signes de l'émotion chez les humains, hein, pour parvenir à les faire simuler par les robots. On se heurte à l'absence de conscience, justement. Mais oui, mais l'émotion, c'est un bon terrain, parce qu'on ne sait pas non plus vraiment ce que c'est qu'une émotion. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est d'abord un signal, c'est des signaux, l'émotion. Hein, c'est des larmes, c'est des rictus, c'est de la sudation, etc. Mais en toute rigueur, quand vous manifestez des émotions devant moi, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière les émotions, excusez-moi, hein, je vois des choses, des signes extérieurs, mais il faut que je fasse la supposition que, par référence à moi, je vous prête une intériorité dont l'émotion est l'extériorité. Mais en toute rigueur, je peux très bien me passer de l'hypothèse de l'intériorité et me borner aux signes extérieurs. Et les roboticiens se régalent là-dessus, en se disant, nous, on va faire des robots qui vont avoir des aptitudes aux mimiques, etc., qui vont simuler complètement les émotions. Et le petit robot Nao, qui est le plus célèbre des petits robots, qui est très très amusant, qui est rigolo, que toutes les mamies des EHPAD adorent, ce petit robot, il a, je vais dire des bêtises, mais enfin, plusieurs dizaines d'éléments de liberté du visage, hein, pour simuler des clins d'œil, des petits... Donc l'émotion, c'est un terrain là très très vulnérable aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'il ne fait pas la différence entre l'humain et la machine. Il n'y a rien de plus imitable qu'une émotion. N'importe quel comédien vous le dira aussi. C'est le paradoxe de Diderot. Enfin, bon, est-ce que le comédien sur la scène, il éprouve les sentiments dont il manifeste les émotions? C'était une vraie question du temps de Diderot, ça ne l'est plus aujourd'hui. On sait très bien que le bon comédien, il instrumente son cœur, mais il n'est pas redevable des sentiments qu'il a exprimés. Oui, absolument, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Oui, merci pour votre exposé. Je suis en train de lire le livre de Damasio que vous avez sûrement lu, La vallée du silicium. Vous avez un avis sur ce bouquin? Je trouve que je suis en plein dans le sujet. Voilà, c'est tout. Oui, très bien. Il faut en parler parce qu'il est vraiment en plein dans ce que vous dites. C'est un auteur de science-fiction qui a fait un essai sur justement tout ce dont vous parlez et qui est tout à fait passionnant. Oui, tout à fait. C'est une enquête sur la Silicon Valley. Damasio, auteur de science-fiction, a créé une intrigue au sein de la vallée du Silicon Valley. Oui, bon, le livre passe en revue absolument tous ces éléments, notamment le mind uploading, enfin le téléchargement du cerveau. Il aborde tout cela avec un humour et en même temps une inquiétude évidente. Il connaît très très bien cet univers. Le Bilal aussi, l'auteur de bande dessinée, qui connaît très très bien cet univers. Y a-t-il Ce qui m'énerve dans le livre de Damasio, c'est cette coquetterie de un chapitre sur deux au masculin ou au féminin. Ça m'énerve. Moi, j'avais une question aussi, si je ne vole pas la place de quelqu'un dans la salle. Au niveau des différences qu'on peut évoquer par rapport à l'intelligence artificielle et des choses qui
qui peuvent être capables de faire. Tout l'aspect, vous avez évoqué le fait de réussir à ne rien faire, mais il y a aussi l'aspect inventivité, créativité, imagination en fait, qui même si oui, elles sont basées forcément sur des choses qu'on connaît et qu'on a vues et même de façon inconsciente qu'on a absorbées. Pour moi, ça reste une capacité que je vois pas vraiment être reproduite par des intelligences artificielles. Je ne sais pas si... C'est difficile parce que... là, je parlais de Laurent Alexandre. Bon, Laurent Alexandre, c'est toujours l'objection qu'il me fait, parce que je lui dis souvent, tu te rends compte, tu mets à mort absolument toute la culture, tu minimises la part de Molière, de Zola, etc., sur nous, etc. Et il me répond toujours, mais t'en fais pas, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra écrire des centaines à la recherche du temps perdu, on pourra écrire, multiplier par 10 les pièces de Racine, etc., etc. Il a manifestement une conception très, très instrumentaliste de l'art et de la culture, mais c'est difficile là aussi, parce que qu'est-ce que c'est que la créativité chez les humains? C'est pas facile à expliquer. Quand j'étais prof de philo pour des jeunes, je leur disais toujours, vous savez, le concept de création, c'est un concept religieux. En toute rigueur, il n'y a que Dieu qui a créé quelque chose à partir de rien. Nous, les humains, nous ne créons jamais à partir de rien. Nous créons toujours à partir d'un support. Et ça va même très très loin, puisque toute créativité peut être décrite comme une combinatoire, une recombinatoire. Nous combinons des éléments de manière inédite et nous donnons l'illusion de l'innovation. Alors si c'est ça, s'il n'y a de création que sur la base d'une recombinaison, les machines savent très très bien le faire. Et au contraire, elles le font beaucoup plus prodigieusement que nous, parce qu'elles puisent dans un arsenal de données bien supérieur au nôtre. Donc c'est un terrain encore là très très vulnérable. J'ai l'air de prêcher contre ma paroisse là, mais je suis très très embarrassé par rapport à ça. Je regardais ce matin un podcast de Paul Jorion, qui est assez connu dans le monde de l'intelligence artificielle, et qui disait qu'il était très impressionné par ChatGPT, et il avait demandé à ChatGPT d'imiter un poème de Prévert. Il aimait beaucoup Prévert, donc il a donné à ChatGPT le poème. Il a dit, est-ce que tu peux me faire quelque chose d'approchant? Et Paul Jorion disait que non seulement c'était approchant, mais c'était bien meilleur que Prévert. Vraiment, il aimait beaucoup Prévert pourtant, mais il avait vraiment tous les éléments pour dire que la machine avait fait bien mieux que lui. Donc c'est désagréable. Et on nous présente d'ailleurs de plus en plus maintenant, grâce à l'intelligence générative, des morceaux de musique, des mélodies sidérantes d'acceptabilité. Je ne dis pas que c'est forcément très très beau esthétiquement, mais en tout cas c'est plus qu'acceptable, et pourtant c'est fait par des machines. Donc je crois que c'est pas malheureusement un secteur, l'art n'est pas un secteur à l'abri de la voracité de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il reste d'autres questions, interrogations? Oui. Non, simplement une remarque, c'est assez anecdotique, mais vous avez commencé en parlant de Erewhon, de Samuel Butler, et c'est vraiment un ouvrage que j'aime beaucoup et que je recommande. Je ne sais pas s'il est encore disponible dans les librairies, je crains que non d'ailleurs, mais c'est absolument extraordinaire. Et bon, vous êtes un peu trompé parce que en fait, il n'y a pas un débarquement sur une île, mais c'est une île qui est séparée en deux parties par une chaîne de montagnes. Et il y a une partie qui est colonisée par, on suppose, l'Empire britannique.
mais on n'est jamais allé de l'autre côté. Hein. Et donc le personnage principal, donc, il réussit quand même à convaincre un autochtone, hein, qui en a très peur, mais de l'emmener de l'autre côté. Et là, il découvre une civilisation très, très raffinée, etc. Et lui, effectivement, il sort un moment sa montre, hein, et tout de suite, les gens sont scandalisés, on le met en prison, etc. Et en prison, c'est vrai qu'il découvre, hein, que les sages ont écrit un ouvrage qui s'appelle The Book of the Machines, hein, le livre des machines, dans lequel, effectivement, les philosophes locaux ont montré que, enfin, essayé de démontrer que les machines étaient dangereuses pour l'homme. Et ce qui est quand même intéressant, à mon avis, c'est que Samuel Butler, hein, fait comprendre que pour lui, enfin, l'hypothèse qu'il fait, c'est qu'effectivement, le darwinisme suppose qu'après l'homme, il puisse y avoir quelque chose d'autre, et il dit ce seront les machines. Hein. C'est quand même intéressant à rappeler. Voilà. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été plus précis que moi pour évoquer cette fable, qui est effectivement très très marquée par le darwinisme de l'époque. Hein. C'est à la frontière entre le 19e et le 20e siècle. Ah oui. Moi quand j'ai découvert Erewhon, il y a une quinzaine d'années, quand j'avais fait mon livre sur Demain les post-humains, j'étais sidéré. Et l'idée, c'est que le danger de la machine, c'est qu'elle s'autonomise. C'est l'idée qu'une machine peut prendre de l'autonomie. C'est pour ça que... Ben voilà, absolument. Elle prend son autonomie. Hein, et donc, d'une certaine façon, elle s'humanise si on prête l'autonomie d'abord aux humains. Et s'humanisant, elle va devenir plus forte que les humains eux-mêmes. Quoi. Ouais. Et pour avoir des objectifs qui sont plus les objectifs des humains. Eh bien oui, elle aura ses propres objectifs. Hein. C'est 2001 Odyssée de l'espace aussi, enfin, qui conclut là-dessus. La technologie vise à nous prémunir contre la destruction par la nature, mais encourage du coup la destruction par les machines. Donc on est pris dans les deux cas. Mais vous pensez que la caste qui nous gouverne dans le monde se laissera faire parce que ça leur fait de l'argent en moins, ça leur fait le pouvoir en moins, et ainsi de suite? Ça, c'est un vrai problème que je n'ai pas du tout évoqué, mais qu'il faut évoquer quand on aborde les technologies. C'est effectivement la dimension politique et économique des choses. Et là, j'avoue que je suis assez pessimiste, parce que je vois, c'est banal de le dire, mais je vois la montée en puissance des GAFAM sur les États et sur les politiques de manière sidérante. Enfin, c'est Poutine qui parlait de la domination de l'intelligence artificielle il y a quelques années. Hein. C'est maintenant Trump qui mange dans la main d'Elon Musk. Et puis c'est également la recherche française qui est prêt à faire un pont d'or aux industriels qui développent de l'intelligence artificielle. Donc là, il y aurait toute une réflexion aussi à avoir sur la représentation du politique aujourd'hui. Mais il me semble qu'on ne peut pas dissocier la montée en puissance des technologies et la minimisation de la part du politique dans la gestion de notre quotidien. Enfin, c'est la question du travail, qui est une question flagrante. Bon, c'est une question qui est réglée pratiquement par tous les technoprophètes, comme on les appelle, les technoprophètes, ceux qui envisagent notre avenir du point de vue de la technologie. On pense tous que le travail est une chose du passé. Enfin, c'est pas... Nous nous accrochons à des vieilles lunes. Non, c'est un vrai problème qui mérite d'être abordé en lui-même, quoi. Comment expliquer le pouvoir de fascination des technologies sur les gens qui nous gouvernent?
en parallèle, il y a un phénomène moi, qui me frappe énormément, c'est l'inculture générale de la société humaine en matière justement de technologie, d'histoire des sciences déjà, et aussi l'histoire des technologies, les technologies. On a régressé par rapport au 19e siècle, par exemple. Bon, au 19e siècle, on publiait énormément d'encyclopédies, des techniques, etc. Enfin, ça commençait d'ailleurs par Diderot et d'Alembert, où dans leur encyclopédie, les techniques ont une place considérable. Et encore au 19e siècle, et aujourd'hui, plus personne ne veut avoir la moindre culture technique et même scientifique. C'est absolument invraisemblable. Moi, j'ai une anecdote récente à crever de rire. Je reçois d'une association qui essaie de faire de la divulgation scientifique, etc., qui invite, comme vous, des conférenciers, etc. Et ils m'invitent donc à une conférence sur la post-vérité, enfin, vous savez, ce genre de choses. Et dans les explications, etc., il y a des gens qui croient que la Terre est plate en dépit de la découverte de Galilée. Et je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui sont persuadés que c'est Galilée qui a découvert la rotondité de la Terre. C'est hallucinant, quoi. Mais les platistes, maintenant, sont un clan répertorié. Les platistes, oui, on les appelle. Je pense que les gens qui croient que c'est Galilée qui a inventé la Terre ronde, ils sont une proportion absolument incroyable, quoi. Moi, j'avais même vu une encyclopédie, Larousse, dirigée par un universitaire, où, à l'occasion d'un exemple, c'était extraordinaire, c'était le scepticisme. Et l'exemple, c'était lorsque Galilée affirmait que la Terre était ronde, il se heurtait au scepticisme de ses contemporains. C'est hallucinant. Non, mais c'est juste pour illustrer que nous sommes dans une société où l'inculture scientifique et surtout technique est colossale. Colossale. Et c'est pas acceptable, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Bon, à ce moment-là, je pense que nous allons conclure. Merci encore à toutes et à tous. Merci encore à Jean-Michel Besnier d'avoir accepté notre invitation. Je vous annonce du coup la dernière conférence avant les vacances scolaires qui sera mardi prochain, le 17 décembre, sur la première exposition impressionniste en 1874. Et à cette occasion, vous pourrez découvrir les œuvres produites par les élèves de l'association 3A. Il y aura une petite exposition dans le couloir en même temps que l'exposition. Je vous souhaite une bonne soirée, en même temps que la conférence, pardon.